Ouvrez une tombe scellée par du ciment frais, sous le regard terrifié d'une foule en deuil, et découvrez des cercueils en plomb de 200 kilos projetés comme des jouets par une main invisible. Bienvenue dans l'enfer de la crypte de la persécution, où les morts refusent de reposer en paix et où l'île de Barbade tremble encore de ce secret colonial maudit. L'air est lourd ce soir-là de février 1808, chargé d'une humidité tropicale qui colle à la peau comme un linceul, tandis que les vagues de l'Atlantique cognent contre les falaises calcaires d'Ouastin, un petit port battu par les vents dans le sud de Barbade. L'île, ce joyau des Caraïbes conquis par les Anglais en 1627, est un paradis empoisonné. Des plantations de canne à sucre s'étendent à perte de vue, nourries du sang et de la sueur d'esclaves africains arrachés à leurs terres pour servir une élite blanche impitoyable. Au cœur de ce tableau idyllique se dresse l'église paroissiale Christ Church, une bâtisse en pierre corallienne blanchie à la chaux, entourée d'un cimetière où les tombes s'entassent comme des secrets mal gardés. C'est ici, dans ce sol poreux de corail et de calcaire, que James Elliot, un riche planteur honorable, fait creuser en 1724 une crypte familiale, un caveau semi-enterré, taillé dans la roche vivante, avec des murs massifs et une entrée fermée par une dalle de marbre si lourde qu'il faut 6 hommes pour la soulever. À l'origine, c'est pour sa femme, Marie, que ce tombeau est conçu, mais la mort emporte Marie en 1807, et son cercueil de bois simple est descendu dans les ténèbres humides sans un mot. 4 ans passent dans un silence oppressant, l'île bourdonnant de rumeurs sur les révoltes d'esclaves qui grondent comme un orage lointain. Haïti a flambé en 1791, et les vents de liberté soufflent jusqu'au rivage de Barbade. Puis, en 1808, la famille Chase, ces colons anglais arrivés pour s'enrichir sur le dos des opprimés, achètent la crypte pour y enterrer leurs propres morts. Thomas Chase, le patriarche, est un homme de fer, planteur impitoyable, connu pour sa cruauté envers ses esclaves et sa famille, un tyran domestique dont les coups pleuvent sur ses filles comme la pluie tropicale. Sa Benjamine, Marie-Anne, âgée de seulement 2 ans, succombe le 22 février 1808, fièvre, malnutrition, ou peut-être les stigmates d'un foyer empoisonné. Le cortège funèbre avance sous un ciel plombé, les cloches de Christ Church sonnant un glas étouffé, et la petite bière de plomb, lourde de 90 kilos malgré sa taille minuscule, est descendue dans le caveau par des cordes tendues. La dalle est remise en place, cimentée par des maçons sous les yeux du recteur et d'une poignée de notables. Tout est scellé, le sol de sable fin ratissé pour traquer toute intrusion. Personne n'ose murmurer que les morts pourraient avoir leur propre rancune. 4 ans plus tard, en novembre 1812, la mort frappe à nouveau. Dorcas Chase, la sœur aînée de Marie-Anne, âgée de 23 ans, s'éteint dans des circonstances troubles. Les ragots de l'île chuchotent qu'elle s'est laissée mourir de faim, un acte de rébellion silencieuse contre le monstre qu'est son père. Son cercueil, gainé de plomb et pesant plus de 200 kilos, est porté par 8 hommes suants jusqu'à la crypte. La dalle est soulevée avec un grincement sinistre, révélant l'intérieur obscur. Et là, un frisson glacé parcourt l'assemblée. Le petit cercueil de Marie-Anne n'est plus à sa place. Il gît renversé contre un mur, comme si une force furieuse l'avait catapulté à travers la pièce. Pas une trace de pas sur le sable, pas une goutte d'eau, pas une égratignure sur les murs de corail poli. Les murmures s'élèvent. Vandalisme? Esprit d'esclavagiste revenu se venger? Les coffres sont remis en ordre. 3 au sol côte à côte, les autres empilés dessus comme dans un puzzle macabre, la dalle recimentée, et la foule se disperse, hantée par l'ombre d'un caveau qui respire la colère. L'île retient son souffle pendant 3 ans, mais en juillet 1816, Thomas Chase lui-même trépasse, emporté par une attaque d'apoplexie. Certains disent que c'est la culpabilité qui l'a foudroyé, d'autres que ses esclaves ont murmuré des malédictions vaudou sous les étoiles. Son enterrement est un événement. Le gouverneur adjoint, Roger Rotalick, et une foule de curieux se pressent autour de la crypte. La dalle est arrachée, et l'horreur éclate au grand jour. Les 2 cercueils sont sens dessus dessous. Celui de Dorcas dressé verticalement contre la paroi comme un défi spectral. Celui de Marie-Anne fracassé dans un coin, son couvercle béant sur un vide qui hurle l'injustice. Les leadlines coffins, ces boîtes hermétiques pour préserver les riches des tropiques moites, ont été soulevés, tournoyés, jetés avec une violence qui défie les muscles humains. Et pourtant, le sceau est intact, le sable immaculé, l'air stagnant sans odeur de violation. Thomas est inhumé, les autres repositionnés avec une solennité tremblante, et la crypte refermée comme une plaie. Mais les nuits à Ouastin deviennent fiévreuses. Les esclaves chuchotent au coin des marchés que les âmes des fouettés, enterrés dans des fosses anonymes autour de l'église, se soulèvent pour tourmenter leurs bourreaux. Le vaudou, apporté des côtes d'Afrique dans les cales des navires négriers, infuse l'air. Des poupées percées de clous sont trouvées près des tombes, des chants ancestraux montent des cases la nuit. En août 1816, à peine un mois plus tard, Anne-Maria Chase, une autre fille du tyran, rejoint les siens, empoisonnée par la tristesse, dit-on, ou par la main invisible du père absent. La crypte s'ouvre à nouveau, chaos total. Les 4 coffres dansent une valse macabre. Celui de Thomas,
le plus massif, renversé sur le flanc, celui d'Anne-Maria déjà glissé de sa position fraîche, comme si les morts se disputaient l'espace dans une rage éternelle. Pas de poussière déplacée, pas d'empreinte, juste ce silence assourdissant qui pousse les assistants à signer un affidavit, un serment solennel attestant l'impossible. Le gouverneur de Barbade, Lord Combermere, ce militaire anglais aux moustaches raides et au regard d'acier, entend parler de ses folies et ordonne une enquête officieuse. Mais la guerre avec Napoléon accapare l'Empire, et l'île tropicale reste un mystère légué au commérage. Pourtant, en septembre 1816, la fille de Combermere elle-même, une enfant innocente de 4 ans, est inhumée là, une ironie cruelle, comme si la malédiction s'étendait aux puissants. La dalle levée, les 5 coffres en pagaille, empilés en pyramide bancale, certains à l'envers, leurs plaques de cuivre tordues comme par des griffes invisibles. Combermere, présent cette fois, blêmi, il murmure à son entourage que c'est l'œuvre de démons, ou peut-être d'un séisme souterrain. Barbade tremble souvent sous les secousses caribéennes, mais les sismographes n'existent pas encore, et le sol autour reste stable. Les coffres sont alignés une fois de plus, la petite bière placée avec tendresse, et la crypte scellée sous une lune qui saigne rouge au-dessus des palmiers. Le temps s'étire comme une toile d'araignée, l'île vibrant des tambours vaudous et des ouragans qui fouettent les côtes, jusqu'en novembre 1818, quand Samuel Brewster, un proche des Chase, est porté en terre. La foule est plus grande, attirée par la légende grandissante. La crypte de la persécution, ainsi nommée car les morts y sont harcelés dans l'au-delà comme les vivants dans les champs de Cannes. La dalle craque en s'ouvrant, et l'apocalypse intérieure. 6 coffres, non, 5, car le 6e est déjà là, jonchent le sol comme des dominos renversés par un géant en colère. Brewster est déposé, les autres redressés avec des cordes et des leviers, et le recteur, Thomas Orderson, note dans son journal que les forces de l'invisible défient la raison divine. Enfin, en décembre 1819, Thomasina Clark, une voisine des Chase, clôt le chapitre, la dernière entrée. Lord Combermere, de retour d'Europe, supervise personnellement l'ouverture. Des maçons armés de pioches, des témoins jurés, une garde pour éloigner les curieux, tout est prêt. La dalle glisse, et le spectacle est apocalyptique. Les 6 cercueils en vrac, certains debout sur leur tête, d'autres fracassés, du plomb tordu comme du papier, et le sable intact, moqueur dans sa pureté. Combermere ordonne l'exhumation totale. Les corps, momifiés par le plomb dans l'humidité salée, sont sortis un à un, leurs plaques gravées lues à voix haute, Marianne Chase, 1808, Dorcas Chase, 1812, Thomas Chase, 1816, et réinhumés dans des tombes individuelles autour de l'église, loin de cette prison hantée. La crypte est laissée vide, sa dalle scellée pour l'éternité, mais les vents de l'Atlantique portent encore les échos. Pourquoi? Les théories pullulent comme les moustiques sous les tropiques. D'abord, le surnaturel. Sir Arthur Conan Doyle, le père de Sherlock Holmes, visite Barbade en 1923 et proclame que Dorcas et Thomas, suicide présumé, elle par inanition, lui par apoplexie coupable, ont maudit le caveau, leurs âmes tourmentées animant les coffres dans une poltergeist vengeresse. Les locaux, imprégnés de folklore africain, parlent d'esprits obéas, ces sorciers esclaves qui lançaient des sorts pour faire bouger les objets, une revanche post-mortem contre les Chase, famille notoirement cruelle envers ses serviteurs noirs. Imaginez les nuits, des ombres dansant autour de la crypte, des chants en créole haïtien montant des collines, des poupées vaudou enfouies sous le corail pour lier les âmes des oppresseurs. Des médiums modernes, en 2025, lors d'une enquête télévisée sur Discovery Channel, rapportent des EVP, voix électroniques, murmurant liberté et vengeance dans l'air stagnant du caveau vide. Scientifiquement, les sceptiques comme Joe Nickel du Skeptical Inquiret pointent les inondations. Le sol calcaire poreux de Barbade sature d'eau des pluies torrentielles, faisant flotter les coffres comme des bouchons, mais contredit par l'absence d'eau et de traces sur le sable, et par le fait que les coffres de bois de Mary Elliott, la première, n'a jamais bougé, préservée peut-être par sa légèreté ou sa position surélevée. Les tremblements de terre? Barbade enregistre des microséismes, et en 1812 à 1819, une série d'activités tectoniques mineures aurait pu secouer le caveau, déplaçant les lourds plombés, mais pourquoi pas les autres tombes du cimetière? Et les sceaux intacts? Une enquête de 1833 par le Barbado Assembly, citée dans les archives coloniales, conclut à un canular. Peut-être des maçons ou des membres de la famille Chase, rongés par des querelles internes. Thomas était un ivrogne violent, et ses funérailles ont vu des absences suspectes. Ou pire, une farce maçonnique. 2 témoins, Orderson et Rotalic, étaient francs-maçons, et des légendes similaires circulent dans leur loge, évoquant des vaults secrets pour tester la foi. En 2025, un article dans le Journal of Caribbean Studies rouvre le dossier avec des scans lidar du site. Pas de cavité souterraine, mais une faille calcaire qui pourrait amplifier les vibrations océaniques, faisant danser les coffres sans traces visibles. Pourtant, les affidavits de 1819, signés par 12 notables, dont le gouverneur, tiennent bon, pas de preuve de fraude. Aujourd'hui, la crypte vide attire les touristes hardis. En 2025,
avec la montée des eaux climatiques menaçant les cimetières côtiers, des guides en chemise hawaïenne mènent des tours nocturnes, des lampes torchées balayant les murs nus ou des graffitis datent de 1820. Des amateurs de ghosts, armés de caméras GoPro, rapportent des orbes flottants, des chutes de température à 10 degrés, et des bruits de grattement comme des ongles sur du plomb. L'église Christ Church, restaurée après l'ouragan de 1955, abrite toujours des messes où les prêtres évitent de mentionner la crypte, la qualifiant de trouble passé. Mais sous la surface, Barbade bouillonne. Le mouvement Black Lives Matter a ravivé les débats sur l'esclavage, et des activistes en 2025 pétitionnent pour un mémorial aux âmes oubliées du cimetière, reliant la malédiction aux 300 ans de colonialisme. Imaginez-vous là, en pleine nuit, le sel de l'océan piquant vos lèvres, le vent portant des lamentations lointaines. Est-ce le fantôme de Dorca, cherchant justice pour son enfance brisée, ou les esprits collectifs des 80 000 esclaves enterrés sans nom? La crypte de la persécution n'est pas qu'une tombe. C'est un cri étouffé de l'histoire, un rappel que les morts ne pardonnent pas, et que sous les palmiers paradisiaques, l'horreur couve encore, attendant le prochain seau brisé. Et si, en 2025, avec les drones fouillant le sol calcaire, on découvrait un 7e coffre, intact, gravé d'un avertissement vaudou? Le mystère persiste, car l'invisible nous terrifie plus que tout. Et Barbade, cette île de rêve, cache ses cauchemars les plus profonds.